À défaut de tombe, il reste cette plaque qui rappelle le massacre, à la mémoire des prisonniers fusillés par les Allemands le 6 juin 1944. Ils étaient au moins 70, presque tous des résistants. Leur trace s'est perdue dans un réduit de cette vieille maison d'arrêt de Caen. C'est ça qui nous raccroche effectivement au souvenir, on n'a rien d'autre, puisqu'on n'a pas retrouvé les corps. Elles ont grandi avec le vide laissé par Antoine de Touchet, ce grand-père qu'elles n'ont pas pu connaître. C'est le seul lieu où les familles trouvent un certain apaisement dans le travail de deuil qui n'est pas achevé. L'absence et la peine se transmettent en héritage. Une question lie à jamais les familles de ces fusillés. Où sont-ils? Où reposent-ils? Notre grand-père, c'est l'un de ceux qui sont morts, donc c'est fait comme un tout. Toutes les familles sont unies dans cette peine et dans cette quête de retrouver les corps. Chaque matin du 6 juin, la porte s'entr'ouvre. Alexis Lair, Gustave Lair, Camille Lamoureux. Les noms des suppliciés sont inlassablement égrenés. Achille Boutrois. Il est des blessures qui ne se referment pas. Gabriel Jam. Mort pour la France. Est-ce tout à fait un hasard? Véronique de Touchet travaille aujourd'hui au service historique de la Défense, dans le fort de Vincennes. L'ouverture des boîtes réserve parfois des surprises. Le dernier témoignage de son grand-père a été retrouvé dans les archives de la Gestapo que les services secrets français avaient saisies à la Libération. Là, c'est son compte rendu interrogatoire. Et effectivement, ici, on voit sa signature. Chantal avait 8 ans quand son père a été fusillé. C'est très émouvant de voir cette signature, puisqu'on sait que ce document est passé entre ses mains, puisqu'il l'a signé après son interrogatoire. Oui. Donc on est le 6 mai 1944. C'est très émouvant, très très émouvant. C'est un petit quelque chose de lui, quoi, qui est vraiment, c'est de lui. Au printemps 1944, le réseau Alliance tombe. Antoine de Touchet est arrêté le 28 avril, à Caen, place Saint-Sauveur. Je revois la scène entre les deux gars de la Gestapo et ma petite sœur s'accrochant à son pantalon. Et la porte qui s'ouvre, et puis il est parti. Mais il est parti sans nous dire, si vous voulez, sans nous faire un geste, donc pas comme s'il se disait « je pars pour toujours ». Bien sûr qu'on se dit, mais j'aurais dû me jeter dans ses bras, j'aurais dû aller lui faire un câlin, mais bon. L'immeuble, qui abritait la Gestapo, fut détruit lors des bombardements. Tous les résistants arrêtés sont conduits au 44 rue des Jacobins, une adresse de sinistre mémoire. Avant-guerre, dans l'armée, Antoine de Touchet était un officier de renseignement qui avait appris à se taire. On l'interroge pour savoir effectivement s'il connaît ces personnes. Je nie de la façon la plus catégorique avoir eu un contact avec une quelconque organisation d'espionnage ou de résistance. Le papier dactylographié n'apporte pas la réponse à une autre question qui se pose aujourd'hui. A-t-il été torturé? On espère que non, mais bon, qu'est-ce qu'on peut? Il a tiré sa veste, tiré le capot protecteur de sa machine à écrire. Il a tiré son revolver, il a mis une balle dans le canon. Quand l'ancien déporté Bernard Duval témoigne devant des collégiens, il commence toujours par raconter son face-à-face avec le chef de la Gestapo de Caen. C'est un Allemand, mais il parlait très très bien le français. Nous sommes en mars 1944. J'ai nié. Alors il me frappait sur les cuisses, là. Par la douleur, bien entendu, je me levais, j'emmenais la chaise, on était solidaires tous les deux. Et puis, il me faisait rasseoir par un coup de poing dans la figure. Tout ça à un rythme très rapide, si rapide qu'à un moment donné, il s'est arrêté, essoufflé. Et puis, il est allé à sa machine à écrire, puis il a commencé à taper, alors que je ne disais rien. Après l'interrogatoire, les résistants sont enfermés à la maison d'arrêt, encore sonnés. Les Allemands occupent le 3e étage. Dans la journée, on n'avait pas le droit de s'allonger. Il fallait rester debout. Dès qu'un sentinelle pénétrait, il fallait se figer au garde-à-vous et regarder le sol. On n'avait pas le droit
de croiser son regard. Il y avait de la peur. Il y a eu de la peur, oui. Je me rappelle, dans la cellule, il y avait un gars qui avait écrit sur le mur « Recours en grâce ». On avait toujours ça devant les yeux. Ça c'était pesant. Le 6 juin, au petit matin, le doute n'est plus permis. Les Alliés ont bien lancé leur grande offensive. À Caen, la Gestapo a des ordres clairs en pareille situation. En aucun cas les prisonniers ne doivent tomber aux mains de l'ennemi. Et en fait, ils doivent partir à Paris par le train de 9h10 à la gare de Caen. Sauf que la gare a été bombardée, ça a été l'une des premières cibles alliées. Heinz, qui est le chef de la Gestapo locale, se rend à la Feldkommandant Tours pour avoir des camions. On lui dit il n'y en a pas, Rouen ne veut pas en faire venir, donc il faut qu'il se débrouille. C'est le débarquement qui entraîne la fusillade. Le drame se noue dans les courettes de la prison. De très rares témoignages permettent de reconstituer la scène. Il y a un médecin de Caen qui tous les jours vient à la prison pour donner les soins aux détenus, notamment ceux qui sortent des séances de torture. Et ce jour-là, il rentre dans la prison, mais très vite, il est mis de côté, on le renvoie. Mais il a le temps de voir un groupe de 6 hommes passer les mains sur la tête, encadrés par les Allemands. C'est le groupe de l'abbé Bousseau, qui était un résistant local. Et donc l'abbé leur donne la dernière absolution et les voit pénétrer dans la courette et aussitôt il entend les tirs. On se doute très bien, vu les mitraillages, puis le coup sec derrière, qu'on achève les prisonniers. Ils les fusillent. Les corps sont mis dans des fosses qui ont été creusées dans les massifs de fleurs. Au 3e étage de la prison, les cellules se vident, une à une. De toute façon, ils ont déjà entendu depuis le matin depuis plusieurs heures les fusillades, donc ils savent très bien qu'ils vont à la mort. J'ai eu cette chance de partir 15 jours avant. Si je n'avais pas fait partie de ce convoi, je serais resté en prison, donc je ne serais pas là pour vous parler. Dès l'aube du 7 juin, Caen, violemment bombardé, était en flammes. Voici maintenant ce qu'a vu l'un des opérateurs de France Actualité le dimanche 25 juin. Les Alliés vont entrer dans cette ville où règne le chaos. Ce n'est désormais plus qu'une question d'heures ou de jours. Mais avant de se replier, les Allemands décident de maquiller leur forfait. La Gestapo d'Alençon sort de la prison d'Alençon 6 détenus qu'elle l'amène au milieu de la nuit à Caen. Ils sont réveillés assez tôt le matin par des bruits d'explosion. Ensuite, on vient les réveiller et là, ils se rendent compte que dans le chemin de ronde de la prison, les murs ont sauté et des camions ont été approchés. On déterre les corps sur lesquels on avait mis de la chaux, voilà. On les fait charger les corps dans ces camions. Les va-et-vient durent 1h30. Un premier camion transporte les corps, le second, des prisonniers. Où vont-ils? C'est le mystère. Donc les camions sont complètement bâchés et l'arrière du camion est aussi bâché. Eux-mêmes ne voient pas du tout quelle route ils prennent. Comment savoir qui figurait parmi les victimes de la tuerie? L'administration tente après-guerre d'établir une liste, par recoupement, par déduction. Un fait entretient les doutes. Le 7 juin, les Allemands ont évacué 20 prisonniers. Il y a vraiment eu une période où les gens ont été dans l'incertitude entre la libération de la ville de Caen et le retour des déportés, même si on était sûr pour certains, il y avait tout un groupe, on ne savait pas. À la libération, un juge d'instruction se rend dans les courettes, à la recherche d'indices. Il voit du sang, des douilles, un béret, un couteau, une chaussette, un dentier. Et j'en avais parlé un jour avec mon frère. Je lui ai dit, tu sais Michel, moi j'ai longtemps cru que papa allait revenir. Et il m'a dit, tu sais, moi aussi. Vous n'avez pas de preuves matérielles? Qu'est-ce que c'était que cette histoire de dentier? Qu'est-ce que ça peut dire? Parce qu'on retrouve un dentier que quelqu'un est mort? C'est la seule preuve que vous avez eue? La seule preuve. Et où chercher les corps? La justice lance des mandats d'arrêt pour retrouver les responsables du massacre. Le chef de la Gestapo de Caen est bien arrêté en 1945 par les Britanniques, mais il file à l'anglaise avant de parler. Les autres s'évanouissent
dans la nature. Information exclusive de notre confrère Paris-Normandie. Au fil des ans, l'énigme n'a jamais cessé de hanter l'actualité. En 1944 par les Allemands dans la forêt de Lalande. Parfois, c'était des pistes complètement farfelues, quoi. Je veux dire, c'était des gens qui voulaient faire du sensationnel et c'était inacceptable vis-à-vis des familles des disparus. Combien de rebondissements, combien d'espoirs finalement déçus. Il est aujourd'hui prématuré d'avancer des hypothèses, même si le souvenir des fusillés le 6 juin 1944 vient immédiatement à l'esprit. Au début, on y croit et on espère. Et puis à la longue, on n'y croit plus. Sont-ils enterrés dans ce secteur, à 10 km de Caen? Sont-ils dans un puits rebouché des mines de fer? Les Allemands n'ont pas pu emmener les corps très loin. Je pense qu'on finira peut-être quand même par retrouver la trace d'un charnier un jour ou l'autre. Dans les années 80, le commissaire de la rue recueille le témoignage d'un des prisonniers qui fut chargé d'exhumer les corps. Le vent soulève la bâche de la camionnette, il aperçoit des arbres, un pont, une rivière, et il croit lire « Saint-Brieuc » sur une pancarte. Ce détail arrête l'historien Jean Quélien. Et s'il s'agissait du village de Brieuc, au sud de Caen, dans la vallée de l'Orne? La ferme, où était retranchée la Gestapo, n'est pas très loin. Le convoi s'arrête. Dans la camionnette, les prisonniers entendent qu'on manœuvre. J'en ai plus pour tellement longtemps, donc j'aimerais qu'on les retrouve avant que je m'en aille. Voilà. Ça ne changera rien. Mais pour moi, je crois que je pourrais enfin dire papa. Moi, je ne peux pas dire papa. Je dis mon père, papa, non. Et je crois que si on retrouvait les corps, je pourrais enfin dire ce mot papa. Voilà. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Les nazis avaient pour principe de faire disparaître les opposants dans la nuit et le brouillard. Parce que le vide a quelque chose de diabolique. L'incertitude est un poison qui infuse dans le temps.